Bonjour, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir un jeu qui est en préco aux éditions du Troisième Œil qui s'appelle Flash Gordon. Alors moi, Flash Gordon, c'est quelque chose que j'ai découvert très très petit, encore c'était antérieur à ma naissance, mais qui est un univers SF plutôt pulp et que j'ai toujours trouvé très intéressant. Et aujourd'hui, il y a un jeu de rôle qui sort autour de ça, aux éditions donc Troisième Œil, où on reçoit Laurent, qui est l'éditeur. Bonjour Laurent. Alors, t'as un léger écho, donc on va... Voilà, mais ça va, c'est gérable. Comment vas-tu? Mhm. Et est-ce que tu peux présenter un peu les éditions du Troisième Œil, s'il te plaît? Alors, les éditions du Troisième Œil, mais alors, c'est une activité que j'ai lancée en 2009 avec un certain Willy Dupont d'ailleurs, en éditant un premier jeu. Et en fait, il y a eu plusieurs enseignes avec les aléas de la vie d'une petite entreprise. Et j'ai à mon actif une vingtaine de publications, des jeux assez variés. On va sur du Dead Sang que j'ai fait avec Woody, que j'ai édité d'abord, c'était l'un des premiers auteurs que j'ai édité. Ensuite, il y a eu de Luchadores, Devastra, Space Adventure Cobra. C'était en fait la première création licenciée que j'ai lancée. Ensuite, il y a eu du Woolin et puis tout un tas d'autres jeux qui ont suivi avec des créations originales françaises et aussi des traductions de classiques ou d'ovnis ludiques qui nous semblaient intéressants. Donc, depuis 2009, je suis sur le marché. Donc, c'est une structure qui est pas, une activité qui n'est pas évidente à mener euh, avec les choix éditoriaux que j'ai faits. Mais bon an, mal an, on arrive à faire un petit bout de chemin et avoir un catalogue de jeux qui plaît à une certaine clientèle. Bah, super, en tout cas, il y a quand même pas... Vous éditez pas mal de choses et il y a des choses très très intéressantes, dont On le essaye. fameux Flash Gordon d'aujourd'hui. Et on va parler également donc avec l'auteur que tu as déjà un peu nommé, Willy, qui est juste toi. Bonsoir Willy, comment vas-tu? Très bien, merci pour l'invitation. Et c'est un plaisir. Alors, raconte-nous un petit peu ton parcours de ce que tu as fait. Et puis, bah, on va parler après de Flash Gordon, mais déjà, présente-toi. Ouais, enfin, alors moi je suis rôliste depuis très très longtemps, enfin j'imagine comme un peu tout le monde ici, et puis dans la logique d'être rôliste et d'être MJ, on écrit ses petits trucs, on bricole ses systèmes, etc. Effectivement, dans les années 2000, 2005, 2007, j'ai commencé à fréquenter un peu le milieu à travers les magazines, les fanzines. J'ai travaillé pour Jeux de rôle, enfin j'ai écrit pour Jeux de rôle magazine au tout début, hein, dans les premiers numéros, etc. Et c'est à ce moment-là que je pense que j'ai rencontré Laurent, qui avait des goûts très éclectiques et puis qui avait une démarche un petit peu rock'n'roll comme ça, d'aller sur des choses un peu borderline. Et moi, à ce moment-là, j'avais justement Dead Sand dans mes cartons, qui était un jeu sur l'horreur gore des années 70, les slasher movies, etc. Il y avait des partis pris déjà un petit peu clivants, quoi. Enfin, on avait choisi de ne pas mettre du tout de fantastique, de rester dans de l'horreur Mhm. humaine. Et, euh, et on avait aussi décidé d'aller sur quand même quelque chose de très simulationniste dans le sens où notre l'intérêt c'était de vraiment simuler un genre, donc là le film gore, quoi, voilà. Et que du coup avoir des systèmes dédiés, une approche comme ça. Et puis après, ben, j'ai continué, j'ai eu d'autres projets personnels comme Punch Unit par exemple, mais qui a été lui en auto-édition, et qui était un peu dans la même logique sur un autre univers. Et puis, j'ai écrit, sur, Cobra aussi comme scénariste, sur des différents trucs, quoi. Enfin, j'ai fait pas mal de choses dans le jeu de rôle et puis, un peu à côté, dans le jeu plateau aussi, Time Stories, par exemple, ou voilà. Et donc il y a 2-3 ans, enfin il y a 3 ans maintenant, hein,
Laurent a proposé de faire une adaptation de la licence Flash Gordon en jeu de rôle et j'ai dit ah ouais, et j'étais chaud bouillant. Ouais, bah oui, parce que c'est. Ah, bon, moi, j'avoue que je suis tombé un peu par hasard dessus. J'ai été interpellé, donc on le rappelle, hein, c'est un style pulp de Ouais. SF rétro. Et Mhm. d'ailleurs, j'ai passé sur l'autre encart, comme ça on va avoir un petit peu d'images tournées à côté, comme ça les gens vont se rendre un peu compte, puisque vous avez introduit aussi des images du film original des années 80. Ouais. Ouais. Voilà, c'est un comics qui quand même date de 1934, hein, donc c'est pas un jeune c'est pas un jeune héros, c'est pas quoi. Est-ce qu'on peut appeler ça vraiment un héros Flash Gordon parce qu'il a quand même une vie un peu atypique. Et par contre, ça va peut-être en C'est devenir un un icône. puisque j'ai vu qu'ils allaient faire un film, ils prévoyaient un film pour 2028. Oui, absolument. En fait, il y a une série live qui est prévue. Les adaptations vont. Il y a une autre série sur Netflix d'animés et donc live qui sont sur le point d'être produites ou qui ne devraient pas tarder. Et effectivement, il y a un autre film cinéma qui est en pré-production. Donc alors après, j'ai pas d'autres informations à apporter là-dessus, mais oui, oui, il y a beaucoup de choses. Et je sais aussi qu'il y a apparemment un très gros éditeur de BT. Alors est-ce que c'est Soleil ou un confrère qui va réintroduire en France, qui va rééditer en France, je crois, avec des nouvelles traductions, toutes les BD de Flash Gordon. C'est en cours. Il y a beaucoup de choses qui sont en Soleil serait cours. capable, là. Ouais. Ben, ils ont précédemment édité des BD Flash Gordon, donc du coup, ça serait pas déconnant, effectivement. Ouais. Vous Moi, êtes plus Flash Gordon ou Guy Leclerc à la québécoise? Non, Flash Gordon, moi j'ai grandi avec le nom Flash Gordon. Non, non. Déjà à l'époque, il y a 40 ans, Guy Leclerc, ça faisait ringard, quoi. Ça le fait toujours, vous inquiétez. Tu- moi, tu- moi j'ai connu les Guy Leclerc, hein, par contre, hein. Ah ouais? Moi enfin, j'ai connu, pas personnellement, mais j'ai un arrière-grand-oncle qui collectionnait les BD donc dans les années 40, 50, 60, etc. À qui je dois mon Marvel numéro un, merci arrière-tonton, et mon Strange numéro un, je veux dire, et qui avait des Guy Leclerc dans son grenier que j'ai pu consulter très jeune, quoi. Et donc voilà. Alors, moi, par rapport à la question, est-ce que c'est un héros, est-ce que c'est, quel est l'intérêt? Ben, je pense que déjà, vu que c'est le premier et vu que c'est les années 30, ben derrière, il y a tellement de trucs qui découlent de Flash C'est ça. Gordon. Il a quand même posé les bases d'un genre, le Planet Opera, il y avait personne qui s'y, enfin ça n'existait pas. Euh, il a créé toute une imagerie de la science-fiction, il a des thématiques, etc., qu'on retrouve après dans plein de trucs, dans Star Wars, dans Ah, j'ai un exemple voilà. qui me vient comme ça. Parce que à la base, c'est un humain qui se retrouve. Pas ça. Je me trompe pas, hein, vous me corrigez. Ah Ouais, ouais, ouais. c'est ça, Ça me fait penser un peu à Star-Lord de Gardien de la Galaxie. complètement, ouais. Peut-être qu'il serait une sorte de nouveau Flash Gordon, en vrai, moderne, hein. Ah ouais. Ouais, Ouais, on peut ouais, comparer à ça, oui. Oui, oui, c'est pas déconnant. Ouais. Mhm. Sachant que mais lui-même a été d'ailleurs dans le film, dans sa mythologie, il est extirpé dans les années 80 de la Terre pour se retrouver dans l'espace. Donc peut-être mm, un certain truc comme ça. ouais, ouais. Et du coup le propos du jeu, ben, c'est de rendre hommage et puis de pouvoir jouer avec ces canons là, un peu vintage, un peu rétro, de pouvoir jouer un peu aussi sur la distance. Il y a un côté un peu premier degré, second, enfin, ou second degré selon comment on le joue, comment c'est dosé. Il y a, voilà, enfin, c'est le fait que ce soit vintage, c'est l'intérêt, moi, je dirais, du truc, hein. En Et, fait, c'est pas un jeu qui se prend au sérieux, je pense, hein. Il joue avec des clichés, avec un style, mais il n'est pas. L'idée de base, c'était pas de faire un gros jeu de rôle avec tambour et trompette. L'idée, c'était de faire un jeu accessible, aussi bien pour les joueurs novices, pour les joueurs fatigués qui ont envie de jouer
à l'improviste, sans trop se prendre la tête à potasser 600 pages de règles au préalable. Donc de lancer une partie à l'improviste et par le même biais de lancer aussi une forme d'initiation. Voilà, bon, faites l'apéro avec des potes, machin, vous parlez, toi tu fais quoi, machin, bidule, bah moi je fais du jeu de rôle, etc. Tu connais pas, bah tiens, tu vas voir, en 5 minutes on peut faire une partie d'1 heure et voilà, lancer un début de partie en 1 heure et faire le tour grosso modo, faire le tour du sujet. Au moins les gens ont eu une appréciation rapide et simple du procédé. Donc c'était un peu ça l'optique. Pourquoi Flash Gordon aussi Parce que quitte à lancer un jeu sur un format, sur des règles qui sont accessibles, je voulais faire découvrir autre chose. Parce que si c'était pour présenter un jeu avec des elfes, des orques, enfin toute la panoplie habituelle dont le marché est noyé, ça n'avait pas trop d'intérêt. Flash Gordon, oui, on a en souvenir, les plus vieux en tout cas, ont en souvenir le film kitsch des années 80, mais justement, c'était l'occasion de faire découvrir cette licence. Et en fait, qui est la source de plein d'influences dans toute la culture pop. D'ailleurs, si vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire, du lore, un peu que vous avez pu représenter, j'imagine pas l'entier. Mais vous êtes concentré Non, en tous ouais. les cas sur une partie. Il y avait l'Empereur Ming dedans, entre autres. Je vais laisser Willy développer cette partie-là. Simplement, l'idée n'était pas de faire un livre encyclopédique comme j'ai pu le faire pour Valérian. Là, sur Flash Gordon, on est parti plutôt sur découvrir l'univers en jouant, tout simplement au fur et à mesure des scénarios. On présente un sujet, un personnage, un décor. Il faut qu'il soit en lien avec une histoire qui lui soit associée, qu'il le mette en valeur et que l'on comprenne en jouant les tenants et les aboutissants de ses motivations, d'un tas de choses sur ce personnage et ce décor. Faire un bouquin exhaustif sur tout l'univers de Flash Gordon, ça aurait été encore un travail assez fastidieux pour nous, d'une part, même si c'est passionnant, hein, mais aussi ça aurait été fastidieux pour le joueur, et on sortait Ouais, du cadre du jeu vite lancé, vite joué, on prend du plaisir instantanément. ben, un vrai jeu, machin, en dur, c'est avec le lore entier, t'en as facilement pour 400 Voilà, pages. voilà, Il faut se voilà, bouffer facilement. des grosses règles et C'est tout, ça, je c'est comprends ça. totalement. Oui, oui. Donc on sortait complètement du cadre qu'on s'était fixé par rapport à ça. Maintenant, je vais Ouais. laisser Willy développer un peu la réponse. Alors, Ouais. Willy, raconte-nous l'histoire. Ah bah, Flash Gordon, c'est donc c'est une BD pulp des années 30 qui sortait toutes les semaines dans 4 cases dans le journal, hein. Et chaque semaine, le but c'était de tenir le spectateur pour qu'il vienne lire les 4 cases suivantes la semaine d'après. Donc à chaque fois un cliffhanger, à chaque fois un rebondissement, etc. Et donc l'histoire présente 3 terriens, hein, donc Flash Gordon et, euh, et Dale Arden, qui est une sorte de reporter. Alors il y a plusieurs. Comme c'est une BD qui aux États-Unis continue de vivre, qui a connu plein de reboots, et il y a, il y a 1000 histoires de Flash Gordon en fait, hein. Donc dans certains, il va être étudiant à Yale. Au début, il était footballeur américain. Dans d'autres, il a pu exercer d'autres sports. Enfin Ouais, voilà, bon, on va le retrouver dans nous le on a, multiverse, quoi. voilà, c'est ça. Donc nous on a fait des choix, hein, donc Flash Gordon et Dale Arden sont dans un avion. La Terre subit un espèce de cataclysme inexpliqué. Les scientifiques ne s'expliquent pas pourquoi. La météo est complètement chamboulée. Pourquoi il pleut des météorites? Pourquoi enfin voilà, et des tas de catastrophes sont en train de se produire sur Terre. À part un scientifique, donc le professeur Zarkov, qui annonce dans les médias à qui veut l'entendre qu'il a découvert qu'une planète nomade était en train de s'approcher de la Terre, avait pénétré dans le système solaire en dehors de toute orbite, voilà, et que cette planète, selon lui, était habitée et probablement par quelques forces malveillantes qui bombardaient la Terre avec un rayonnement qui causait ces catastrophes naturelles. Donc, aucun avion de vol, sauf celui de Flash Gordon ce soir-là.
et où Dale Arden a pris place, donc une jeune reporter. Et l'avion menace de s'écraser parce qu'un météorite vient d'emporter une aile. Et les pilotes prennent les parachutes, se sauvent. Et Flash Gordon et Dale Arden prennent les manettes, redressent l'avion qui va s'écraser dans la pampa, pile poil à côté de l'observatoire du professeur Zarkov, qui s'apprêtait justement, lui, à agir parce que c'est un astronome et c'est un ingénieur de renom, hein, même s'il est boudé maintenant par la NASA. Mais donc, il les prend en otage, car il a besoin de copilotes, en fait, tout simplement, et les traîne dans sa fusée direction Mongo pour essayer de sauver la situation. Donc, c'est le début de la campagne, en fait. La campagne commence quand les personnages viennent d'être récupérés sur Mongo, une planète étrange, une planète où se mêlent à la fois des créatures monstrueuses, des dinosaures à chaque coin de rue, des tas de peuplades aux coutumes étranges, et à la fois une technologie fantastique. Et une planète surtout dirigée par un empereur tyrannique, Ming l'impitoyable, qui les capture. À peine ils sont posés qu'ils se font capturer. Et le premier scénario de la campagne commence comme ça. Il faut se libérer. Et puis, en 10 scénarios, réussir à rallier suffisamment de force et d'appui et d'alliés pour pouvoir à la fin renverser Ming. Voilà. Donc effectivement, ce qui nous a intéressé, au-delà de la licence, on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette licence? Dans la licence de base, il y a déjà toute cette intrigue de fond d'une espèce de révolte, en fait, hein, de ralliement des peuples et d'une espèce de guerre contre un tyran. Donc il y a tous les codes du planète opéra, hein, de la survie sur une planète hyper hostile, avec des cultures et une science un peu comme ça fantastique. Donc il y avait déjà tout ça, et nous on s'est dit, ben, proposer quelque chose justement qui, voilà, on a un certain nombre de scénarios fournis, permet d'exploiter ce thème là de la révolte, de la conquête, de la bataille sur euh, ça, c'est vraiment le thème idéal. Et puis par ailleurs, on s'est dit aussi, tant qu'à faire, il y a déjà un jeu. Il faut savoir qu'aux États-Unis, enfin, il y a déjà un jeu Savage World Les qui pinacles, traite hein. Ouais. chez Pinacle de Flash Gordon, qui lui est un jeu assez classique, donc avec cet aspect encyclopédique. Et nous, on a pris le parti justement de faire quelque chose de complètement différent. Un jeu qui permette une forte immersion parce que bah, on va jouer les personnages de la série, avec un système qui permet justement de rentrer vraiment dans les personnages et de faire vraiment du roleplay, je pense. C'est-à-dire jouer avec les codes de chaque personnage, les tropes de chaque personnage, et, euh, et une campagne qui permettent de guider le MJ comme ça pour en 10 parties, enfin en 10 scénarios, euh, arriver à un climax De toute façon, avec différents aspects ludiques. on va découvrir un petit peu plus la boîte. C'est bien que tu parles. Ouais. Effectivement, j'étais tombé sur la boîte de Pinacle, là, ça avait être World. Et est-ce que, après, bon, j'ai lu un petit peu, donc je me thème des choses comme ça, je sais pas, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant. Moi, personnellement, Savage World, c'est pas un thème que je suis à l'aise, j'aime particulièrement. Chacun son truc, hein, j'ai envie de dire. Au niveau de votre boîte à vous, puisqu'on est là pour parler de la vôtre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a pas mal de choses. Mais on va trouver deux livrets. Et il y a un livret de règles, la loi de Ming, donc qui brasse l'essentiel du système. Alors, le cœur du système est très simple. Après, Willy a développé quelques options complémentaires pour qu'on ait quand même un produit qui soit à la fois flexible, accessible, mais qui ne soit pas non plus complètement basique. Donc les rôlistes devraient normalement pouvoir trouver leur bonheur ou éventuellement improviser sur ce qu'on a proposé
à l'intérieur. Donc le livret fait une centaine de pages. On a un deuxième livret aventure qui propose 10 scénarios avec Alors, l'intérêt, c'est que ce sont 10 scénarios courts, mais suffisants, avec des intrigues complètes, thématiques, et qui, en, je pense, 1 heure de préparation à tout casser, permettent de lancer une partie. Donc ça, c'est C'est vraiment... des scénarios en escalade ou c'est vraiment des one-shot? Non, tu peux les jouer en one shot, mais il y a quand même un fil conducteur qui est la révolte et le renversement du règne de Ming. Mais tu peux jouer en one shot le temps d'une soirée et puis laisser traîner, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois avant de reprendre une nouvelle partie. Il n'y a pas de, c'est pas très. Alors certains scénarios sont quand même un peu, il y a un facteur clé puisqu'ils vont libérer des possibilités pour d'autres scénarios. Donc tout n'est pas forcément dirigiste, on peut démarrer un peu où on veut, à part le premier scénario, bien entendu, qui mène en introduction l'univers et Un le peu le pitch. tuto, quoi. Voilà, exactement. Et ensuite, après, on fait un peu comme on veut. Et l'intérêt du système, en fait, que je voulais souligner tout à l'heure, c'est que le système de cartes, je vais revenir, le système de cartes qu'a proposé Willy génère alors pas du scénario, mais génère des intrigues en lui-même. C'est-à-dire que tu as un cadre du scénario, mais le système en lui-même va créer des rebondissements narratifs, des situations particulières, des affrontements, des défis. Donc tout ça vient enrichir l'intérieur, la structure de chaque scénario. Et ça, j'ai trouvé ça se Là, passer tu très parles des cartes du intéressant. jugement de Tao, les cartes action. Alors non, c'est des cartes action. En fait, donc on a à peu près 160 cartes dans le jeu. Donc il y a une trentaine, je schématise, hein, il y a une trentaine de cartes par personnage. Et donc il y a des cartes de statistiques, bien entendu, on démarre avec ça. Et après, il y a des cartes qui apportent des bonus héroïques ou alors qui proposent des retournements narratifs en fonction de la situation. Et c'est justement, je crois que ce qui m'a vraiment séduit, c'est cette idée de retournement narratif et de sacrifice qui permet de relancer un peu la machine et de créer de la surprise et du suspense à l'intérieur même du scénario. Ce qui fait que chaque scénario, en définitive, tu peux le rejouer plusieurs fois grâce à ce système de sous-intrigue te permet de varier les plaisirs en fait. Il y a rien, même c'est même à la limite vivifiant pour le maître de jeu parce que, enfin, après il faut aimer ce genre-là. Mais moi, je sais que j'apprécie, c'est d'avoir de la surprise. Donc là, les cartes amènent cet effet de surprise Et narrative. des Donc ça te inattendus, en fait, réveille, qui ça te arrivent, booste quoi. pour lancer une machine. Voilà. Donc des cartes donc, pour les personnages, des cartes de ressources, donc c'est des équipements, des vaisseaux, des objets particuliers, etc., que l'on gagne en réussissant certains scénarios. Et la carte de jugement de Tao, qui est une sorte de résolution de défis allégé. On peut le faire une fois par scénario. Et donc, en fait, ça remet en scène une des scènes du film, hein. Je me rappelle, je ne sais plus si c'était développé dans les comics ou pas. Non, c'est vraiment le film, c'est vraiment un clin d'œil au film, ouais. Et en fait, qui te permet de résoudre un défi très simplement, mais avec un peu de suspense et un peu de mise en scène particulière qui est très sympa. Qui est très sympa. Donc en dehors des cartes, on a aussi une grande carte format poster. Alors on a essayé de retranscrire aussi précisément que possible l'univers, enfin la géographie de Mongo. Et il y a différents fronts et différentes régions où se déroulent les scénarios. Donc les scénarios qui sont bloqués et qui sont débloqués par des situations prérequises, ils ont un petit cadenas, des choses comme ça, mais ça permet de brasser à la fois, d'avoir une vue d'ensemble du setting et de suivre la progression des scénarios. Et après, le contenu, on a des jetons de danger qui servent au maître de jeu, qui est l'empereur Ming. Et ces jetons de danger permettent d'acheter
d'acheter des sortes de défis en cours de jeu pour pénaliser les joueurs et créer aussi un peu de suspense, à savoir quand est-ce que le maître de jeu va jouer ses jetons ou pas, quoi. Les joueurs ont la possibilité de s'infliger eux-mêmes des défis pour justement anticiper et faire baisser la réserve de jetons de danger de l'empereur pour éviter qu'il ne les sorte à un moment où il serait un peu plus en difficulté. Donc, si tu m'interromps pas, Willy, hein, si je dis des Ouais, bêtises. ouais. Et si les joueurs, si les sauveurs sont en pleine forme, tout se passe bien, ils ont réussi leurs actions, ils sont pas en position de faiblesse, à la limite, ils vont pouvoir aller anticiper, aller plus loin, et dire bah, tiens, on va se créer un défi, on va se punir nous-mêmes, ce qui va baisser la jauge de points de danger. Et du coup, bah, ils seront un peu plus safe pour la suite de la campagne. Et je crois que pour l'instant, j'ai fait le tour du contenu de la boîte. Et bah, là, vous parlez d'une carte plateau, machin. Alors, je vais vous embêter avec une question que j'ai vue sur les Ouais, réseaux quand j'y étais, mais on est sur le jeu de rôle ou le jeu de société? les deux. Mais C'est une attention. question de Normand, ça. Ah, Pas une Ouais. réponse Normand. c'est volontaire. L'idée avec ce projet, c'est d'essayer de démocratiser un petit peu. Alors, c'est un bien grand mot, hein, c'est même presque un peu pompeux, mais en tout cas, c'est l'intention, c'est de démocratiser et démystifier un peu le jeu de rôle. Voilà, tout simplement. Donc, oui, la carte, c'est une sorte de jeu de plateau, mais ça ne s'utilise pas vraiment comme une carte. Avec des petits chevaux ou des choses comme ça. Il n'y a pas elle n'intervient pas au niveau stratégique. C'est vraiment pour se représenter l'univers et avoir un suivi, une photographie de l'avancée de la campagne à un moment clé. Mais Ouais, oui, je pense pas. Ouais. l'idée c'est ça, ouais. De basculer un peu grâce aux cartes, grâce au système de jeu accessible, grâce à la carte, tous ces petits éléments, c'est de faire un pas progressif et créer un pont vers le jeu de société, mais tout en essayant de garder quand même le côté jeu de rôle. Alors, c'est jamais simple, hein, il n'y a pas de formule secrète, mais ça fait plusieurs tentatives, plusieurs jeux que je publie où j'essaie de créer ce lien avec plus ou moins de succès, plus ou moins, après tout dépend du public à qui ça s'adresse, mais c'est un peu d'expérimentation, effectivement. Ouais. Moi, je pense que le matériel qu'on propose dans Flash Gordon, comme le dit Laurent, c'est plus pour rendre le système accessible que pour essayer d'aller gratter du côté des platistes, enfin des joueurs de plateau. Pas ceux qui pensent que la Terre est plate, hein. Ouais. Attention, Les gens ne Non, se mais rendront pas leur compte, hein, de toute façon. ouais, C'est parce pas- que c'est pas- parce qu'au fond, moi j'y jouais encore samedi. C'est vraiment, vraiment, vraiment du jeu de rôle, et même je dirais que c'est vraiment du pur jeu de rôle, dans le sens où le roleplay est vraiment à l'honneur. C'est-à-dire que dans le fait qu'on ait pris des cartes pour faire les fiches de personnages, qu'on ait abandonné la fiche de personnage et qu'on ait pris ces cartes, et que ces cartes permettent de faire justement, de décliner les actions des personnages, et puis grâce au retournement narratif, de mettre en scène les tropes, les composantes des personnages, c'est-à-dire ce qui va arriver aux joueurs qui jouent Flash. Ah, je crois. Ah. Nous avons perdu la liaison, Houston. Oui, oui. Voilà. Non, mais Encore un coup de Ming. c'est ça. Mais typiquement, en fait, on va le dire comme ça. D'ailleurs, j'ai vu des belles photos de toi avec beaucoup plus de cheveux en convention. Mais, mais typiquement, une Je donne de ma action, personne. voilà, un événement, action, résolution, ça se passe comment avec tous ces. On va le jouer en général par les dés ou le RP. Là, Ouais, effectivement, il y a les cartes. Bon, il y a toujours les dés, il y a toujours ça, mais comment ça va se d'accord. passer? Alors, en fait, il y a plusieurs niveaux de jeu. C'est vrai qu'au cœur du jeu, il y a un système de résolution de défis
qui est classique avec des lancers de dés. Euh, on a un défi, il faut, on lance des dés selon la difficulté. Enfin, je ne vais pas développer le système de résolution par les dés, mais un système qui donne un peu de crunchy quand même, parce que faut faire des choix, faut placer ses atouts, c'est-à-dire les caractéristiques de son personnage, les mettre en scène. Par exemple, en gros, hein, quand une action classique, on va devoir faire un défi d'atomique, par exemple. C'est-à-dire, on est dans de la bagarre, hein, c'est un défi d'atomique, atomique étant la caractéristique qui sert à se bagarrer dans Flash Gordon. Le personnage a 4 de valeur en atomique. Le maître de jeu lui soumet un défi de 4 dés, bah, il lance ses 4 dés. Et le plus gros dé, le plus gros résultat sur ces 4 dés va être la composante, le déterminant, pardon, de ce jet. Donc, si ce déterminant est égal ou inférieur à l'aptitude qui est testée, bah, c'est une réussite. Sinon, c'est un échec. Donc là, Ah, c'est Flash, une résolution classique en soi, quoi. ouais, voilà. Si Flash il a 4 en atomique, il lance ses 4 dés. S'il a fait un 5, c'est raté. Si son plus gros dé donne un 4, c'est réussi. Après, il va avoir des atouts qu'il va pouvoir utiliser pour essayer de faire baisser, pour éliminer les plus gros dés, justement. Donc, et ça, il va falloir qu'il les négocie un peu avec le maître de jeu. Donc, c'est déjà de l'interprétation, hein. C'est-à-dire, mon personnage, il est très athlétique, donc est-ce que ça peut me servir dans ce cas-là, etc. Est-ce que je peux éliminer ce 5 là qui m'embête pour avoir un 4 derrière, voilà. Enfin, Puis c'est utiliser donc, encore des compétences pour améliorer sa situation, qui ouais, fait voilà. que Donc, voilà. voilà. Ça, c'est assez classique, c'est le cœur du système. Voilà. À côté de ça, le joueur, il a son deck de cartes avec donc ces 3 cartes statistiques qui décrivent ben, un peu son background, ses stats et ses sacrifices, mais il a surtout une vingtaine de cartes actions dans son deck qu'il mélange. Il en tire 5 qui composent sa main. Et sur ces cartes actions, il peut utiliser ces cartes actions ou bien pour leurs effets mécaniques. Et donc, sur chaque carte action, il y a une proposition, par exemple, -1 en atomique, -1 en savant, qu'il peut dépenser. Donc, il les perd, il les dépense pour éliminer des dés, hein, voilà, il a cette possibilité-là. Et puis, sur chaque carte action, il y a un retournement narratif. Et ça, les retournements narratifs, ça se joue de manière très très différente. C'est une proposition d'événements euh, que le joueur va essayer d'intégrer dans la trame de l'histoire, hein. C'est à lui d'essayer de juger, ben là, tiens, ce retournement narratif que j'ai, est-ce que ça collerait dans la scène ou pas? Et après, il y a une discussion avec le MJ. Le MJ, est-ce qu'il peut prendre ça et improviser là-dessus, etc. C'est l'autre cœur du jeu. C'est déjà beaucoup plus exigeant. Donc, selon les retournements narratifs qu'on a dans sa main et selon le moment de la partie, c'est vraiment le cœur c'est là que je dis, c'est vraiment du roleplay. euh, et de la narration partagée, ces retournements narratifs. Alors, pour la petite histoire, les retournements narratifs, il y a deux polarités, il y en a des positifs et il y en a des négatifs. D'accord? Les négatifs, ça va se retourner contre vous, forcément, et les positifs, ça va aller dans votre sens. Alors, pourquoi est-ce qu'on jouerait des retournements narratifs négatifs, me demanderez-vous? En fait, on est obligé de les alterner. C'est-à-dire, si vous jouez un retournement positif, plus personne ne pourra jouer sur la table un retournement positif tant que quelqu'un n'aura pas rejoué un retournement négatif. D'accord? Ça Moi, oblige à ce que ça ne se passe pas toujours bien pour tout le monde. voilà, voilà. Et comme en plus l'a dit Laurent, quand on joue des retournements négatifs, si on les joue au bon moment, on oblige le meneur de jeu à claquer ses points de danger, hein. Donc tout ça, c'est une gestion. Et puis, et après quelques parties, moi, c'est pour ça que c'est intéressant de le jouer en campagne. Ben, déjà, c'est une campagne, mais euh, euh, les joueurs, quand ils commencent à appréhender cette logique de jeu, ben, en fait, ce qui devient fun, c'est de pouvoir placer ces retournements narratifs, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on joue vraiment son personnage, je trouve. Enfin, et c'est là que ça donne du sens au fait que, justement, on a 5 rôles, on n'en a pas 36, ils sont tous très différents.
ils ont tous leur spécificité. Et le fun de ce jeu, c'est de se dire, ben, tiens, cette fois-ci, je vais essayer de faire une Dale Arden crédible. Et je vais essayer avec ce que j'ai dans ma main, et là, d'essayer de faire tomber, de la mettre en scène, en fait. C'est vraiment le cœur du jeu. Ce qui est intéressant avec ce système de retournement narratif, ce que j'ai bien aimé dans ta proposition, c'est que la liste de retournements proposés pour chaque personnage met en avant ce personnage. C'est quand même cadré, c'est pas du retournement narratif complètement random. C'est pas la loi de Tu Murphy, peux faire quoi. partir dans tous les Ouais. sens. Il y a quand même une certaine cohérence avec le personnage, son attitude, ses points de vue, etc. Et sa personnalité, c'est ça que j'ai vraiment bien aimé aussi. On Ah oui, joue oui, vraiment, c'est un équilibre entre les deux aspects. C'était vraiment intéressant, ça, ouais. On va y en rajouter fait, un truc. c'est un peu la même logique que les jeux Apocalypse World. Je sais pas si tu as déjà joué Oui, à oui, oui. enfin, tu vois Oui, les oui, jeux je connais Apocalypse le World, système, ouais. où chaque livret et chaque rôle a ses tropismes, hein, propres au personnage. Sauf qu'à mon avis, Apocalypse World, ça passe par un système punitif, c'est-à-dire, les chances de rater sont quand même assez importantes, et ça crée souvent quand même un petit peu de frustration, même si ça rajoute de la narration derrière, ça crée des bon voilà, il y a peut-être un Il y a peu ce beaucoup de côté-là jeux, il qui y a est beaucoup de jeux de drama autour du PPDA, donc. oui, 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 voilà. Et puis, le fait de les avoir en carte, bah, ça les rend, ça rend leur usage comme peut-être un peu plus simple, en fait, hein, Donc, en je gros, pense. il y a d'ailleurs combien de personnages là? Il y en a 5. 5. Donc il y a 5 personnages, on va dire, avec une base pré-tirée, qui changent en fonction des 5 cartes qu'on va tirer et qui vont leur donner des attributs au final différents, peut-être à chaque fois qu'on va les utiliser. Oui, c'est vrai, oui, oui, parce que les effets mécaniques comme les effets narratifs sont propres à chacune des cartes actions. Donc, effectivement, si vous jouez un Flash Gordon avec une main, peut-être vous aurez de la chance d'avoir beaucoup d'effets mécaniques, atomiques, et cetera, et que donc vous allez vous dire: «Ah bah tiens là, je suis assez en confiance sur la bagarre, quoi». Heu et peut-être que vous aurez des retournements narratifs qui le mènent dans une certaine direction, enfin voilà. Et avec une autre main, ce sera potentiellement un peu un autre Flash Gordon, ouais, ouais. Il y a une rejouabilité en même temps, c'est ça qui est intéressant. Mais, Et 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 aussi le fait que ces personnages soient, comme ça, matérialisés dans ces cartes, et que leur comportement et leur type d'aventure soit porté par ces cartes, ça permet aussi de rentrer facilement dedans. Et à une table, c'est pas rare qu'en campagne, les joueurs, ils alternent, en fait, hein. C'est-à-dire que: «Tiens, cette fois-ci, moi, je vais jouer Aura, tiens, ça t'embête pas si je joue Aura cette fois-ci?» «Bah non, vas-y», on n'est pas restreint à un personnage, et ça, c'est aussi une expérience, sympa. Moi, quand je l'ai playtesté, les 5 personnages tournaient, alors que j'avais pas forcément, 5 joueurs. Et j'ai des joueurs qui ont essayé un peu tous les personnages et ils se faisaient plaisir comme ça, hein, bah tiens, au niveau des playtests, ça fait jeu quand même ça. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont pas du tout de la génération Flash Gordon, hein. ouais. C'était quoi? Ils y ont joué un peu de manière intriguée, pour découvrir, parce que c'était toi. Parce que- Ouais, ouais, oui, oui, il y a des gens qui, bon, en même temps, même des gens qui ne sont pas de la génération Flash Gordon, quand même le pitch est évocateur, quoi. Même pour quelqu'un qui n'a pas connu, heu, vous êtes 3 terriens, qui se sont écrasés sur une planète inconnue, et vous allez lutter contre un tyran, heu et son armée, équipée de fusils atomiques, et flanquée de dinosaures cracheurs de feu. Enfin, vous voyez, c'est tout le monde peut, enfin, j'ai eu des joueurs assez jeunes, qui étaient à 1000 lieues de l'imaginaire, rétro, de Alex Raymond, qui pour autant, assez rapidement avaient capté les codes quand même, hein. Et Oui, ils sont assez universels, ces codes, finalement. Ils inventent pas une nouvelle façon d'appréhender
La fiction, c'est des choses c'est des clichés qu'on retrouve un peu partout, hein. Donc effectivement, les joueurs ont assez de facilité à rentrer dedans. Ne serait-ce que, regarde, comme tu l'évoquais tout à l'heure, quelqu'un qui a vu Les Gardiens de la Galaxie, qui aime un peu Star-Lord, qui est super à la mode, bon, tu fais un peu le rapprochement en 2 minutes, ça y est, il a pigé au moins l'idée. Après, l'idée n'est pas de jouer, c'est pas je pense pas. Enfin, moi, je le perçois pas comme ça. C'est pas une simulation pure et dure, puriste de l'univers de Flash Gordon. Il faut se laisser un peu porter par les personnages, par les retournements, par l'histoire, en fait. Il faut pas chercher à jouer très exactement comme les codes, comme aurait pu l'écrire Alex Raymond ou quelque chose comme ça. Non, là, si tu veux, l'idée, c'est vraiment comment- de rendre le jeu moins impressionnant, à ce qu'il fasse moins peur aux débutants ou aux joueurs occasionnels. Et du coup, de rendre plus à l'aise le joueur chevronné, qui va trouver tout de suite ses marques, parce qu'il aura déjà vu ce type d'histoire 50 fois, il l'aura déjà joué. Donc ça va être d'autant plus facile pour lui de jouer et d'improviser sur ces bases-là. Après, le jeu, je crois qu'il tourne surtout, l'un des points forts du jeu, c'est sur la dynamique. Le flux des rebondissements, de l'aventure, des défis, tout ça. Donc il ne faut pas non plus essayer de chercher midi à 14 heures. On joue les héros, il faut se lancer, il faut prendre du risque. Bah, même dans l'échec, c'est ça qui est drôle, ça crée de nouvelles rebondissements, de nouvelles histoires, de nouvelles pistes. Donc ça reste quand même intéressant et fun à jouer. Je voulais vraiment proposer un jeu fun à jouer, pas en dehors d'une rigueur puriste par rapport à l'univers. Pour pas que ça soit intimidant en fait. Le gars qui veut jouer, qui veut découvrir le système, bah, le système il n'est pas intimidant. Il connaît pas l'univers de Flash Gordon, mais il a déjà mille et une références en tête, il voit de quoi on parle. C'est moins intimidant, il va pouvoir se lancer aussi. Donc tout ça, c'était vraiment une façon de, comme je disais en début d'émission, une façon de démocratiser un petit peu, notre façon de démocratiser le jeu de rôle. Bah, on va parler peut-être un peu des scénarios parce que effectivement il y a un beau gros livret ou avec 10 scénarios, ce qui est pas Ouais, c'est pas anodin. Sachant que le premier scénario, c'est quoi? C'est Prisonnier de Ming. ouais. Il fait rien que le scénario d'introduction, il fait quoi? 11 pages, hein, donc c'est pas Mm. mal déjà. Faut compter combien de temps à peu près par scénario? Il y a une moyenne régulière, il y a vraiment une évolution. Moi, je les ai fait jouer en moyenne en 4 heures. Ah, pardon. Je les ai fait jouer en moyenne en 4 heures. Ah, donc ils sont à peu près tous de Enfin 4 heures? enfin 4, non, non, enfin non, entre 4 et 5 heures, je pense, pour les faire jouer. C'est-à-dire, il y en a Après, certains que j'ai dû couper. c'est difficile de jauger exactement Ouais, parce Oui. que tout dépend comment on va partir à l'intérieur de chaque scénario, hein. C'est toujours c'est ça. un exercice un peu bancal de jauger. Mais oui, c'est une moyenne, oui, grosso Non, modo, parce ouais, que des 11 fois, t'as des heures. scénars d'intro qui font. Moi, je vois quand je le fais, surtout en conv ou des trucs comme ça, je fais des scénars d'une heure et demie, tu vois, pour introduire les choses, qu'ils découvrent, et puis après, ça se développe à 2 3 4 heures en fonction des suites, hein. Donc là, on est quoi sur du. Allez, on va dire au moins 40 heures de jeu, quoi. Bah, au bas Ouais, mot, je oui. pense, ouais, ouais, Oui, oui. ouais. Ouais, Alors, si tu tournes sur des joueurs qui rajoutent de la matière, ça peut vite grimper, je pense, hein. Mais c'est ça. Ça dépend vraiment de tes joueurs, ouais. de la réussite des objectifs, parce que peut-être qu'il faudra retenter ces objectifs avec une autre stratégie, une autre intelligence. Ouais, c'est. Mais oui, Ah, une quarantaine d'heures de jeu, ouais, c'est 40-50 heures de jeu, c'est pas mal, je trouve. Ah bah c'est même très très bien parce que Surtout dans la prolifération des jeux actuels, quoi. Je veux dire, en ce moment, on est dans une époque où il y a tellement de jeux qui sortent. On sait pertinemment que les jeux qui vont être pratiqués pendant des années et des années, on les compte sur les doigts de la main quasiment. Donc là, l'idée, c'était pas de refaire un jeu et de vendre. Vous allez jouer avec ce produit pendant 10 ans.
Alors non, tu vas peut-être y jouer, oui, ponctuellement, plusieurs fois pendant 10 ans. Mais l'idée, c'est de, voilà, tu t'immerges dessus, tu t'éclates avec, et après, bah, tu le ranges un peu de côté, et puis tu le ressors quand tu as envie de faire découvrir, quand tu as envie de te refaire, réimaginer le scénario avec d'autres personnages ou un autre groupe de joueurs. C'est un peu ça l'idée, hein. Et c'est en ça qu'il y a une démarche qui le lie au jeu de société en définitive. Enfin, on a essayé de le cadrer comme ça en tout cas. Alors là, il y a une question qui est posée dans le chat. Bon, après ça, j'avais prévu de vous la poser, mais elle va rejoindre aussi Ouais. une autre question. C'était donc vous faire en deux questions la question, hein. C'est est-ce qu'il est si ça marche bien, est-ce qu'il est prévu campagne extension suite? Et moi, je rajouterais à ça peut-être une méthodologie de création de scénario. De toute façon, c'est le truc. Alors, dans le livret scénario, il y a quand même pas mal de conseils pour créer ses propres scénarios, hein. Willy n'a pas laissé les joueurs, bah voilà, tenez, prenez ça et débrouillez-vous avec ça. Non, Démerdez-vous. il y a quand même Oui, il y a pas mal des de choses, conseils, j'ai hein. vu, mais bon, je Ouais. pose la question quand même, hein. Alors après, et après je te laisse la parole, Willy. Ouais. La campagne supplémentaire, techniquement, oui, c'est possible. On en a parlé déjà. Maintenant, il faut voir sur la durée, ce que va l'accueil du jeu sur le moyen terme et quelles sont les demandes par rapport à ça. Mais oui, on peut faire publier un nouveau livret de campagne sans problème pour réexploiter le matériel de la boîte. Si il y a vraiment tout d'un coup le jeu trouve vraiment son public et que ça fonctionne bien, il n'est pas exclu de faire une seconde boîte avec les mêmes règles. Alors bien évidemment, on fera pas un doublon de règles puisqu'elles seront déjà proposées, mais peut-être une campagne XXL ou peut-être plus de personnages, tout ça, c'est pas impossible. Ouais. Et même d'autres jeux sur ce format-là. On y a pensé. Mais pour l'instant, on y va doucement, on sort le jeu, on voit comment ça, on prend la Avec température, voilà, s'il ouais. trouve son public, et voilà. Avec une possibilité, oui, de conserver un système en fait fonctionnel qui permettrait d'adapter plein de choses et donc Absolument. comme ça De toute façon, les MJ comme les joueurs bah, sont pas perdus, ils ont un système et puis pas de ça, de oui. toute façon, les accords étaient ainsi avec les ayants droit. Donc, si le jeu trouve son public, oui, il y a de quoi faire derrière. Mais pour l'instant, je préfère rester prudent. On le sort, on voit ce que ça donne, parce que c'est pas non plus un créneau très mainstream, hein, ni dans la mécanique, ni dans la thématique, parce qu'il faut que les gens aient envie de découvrir cet univers rétro SF. Donc on va rester humble et on va attendre de voir ce que ça donne. Mais au cas où, oui, il y a largement de quoi faire derrière. Et vous avez fait le choix de la pré alors vous auriez pu le faire au participatif ou ça, ce qui aurait porté c'est un choix de pas faire de Oui, financement. non, ouais, ouais, absolument. Parce que l'idée, en fait, la problématique du financement, c'est que je trouve déjà il faut savoir bien le gérer. Pour bien le gérer, il faut avoir la structure qui, en cas de pépin, puisse parer à la problématique. On a déjà expérimenté, il y a eu des réussites, il y a eu des ratés. Donc, depuis plusieurs jeux, je préfère passer par des précommandes directement sur le site. Voilà, c'est pour aider à financer l'impression. Il y a un bonus à la clé, mais le jeu se fait, quoi qu'il arrive. Alors, il se fera en tirage limité ou en tirage classique. On va jongler sur la production par rapport à ça, mais le jeu se fait quoi qu'il arrive. Voilà. Donc après, les précommandes, oui, ça aide. Voilà. Et on force personne, on prend pas le jeu en otage parce que c'est toujours un petit peu délicat euh, de, euh, de dire voilà, on a travaillé 2 ans sur un jeu, on a payé la licence parce qu'une licence ça se paye, hein, ça se paye au moment du contrat. Et du coup, on propose le jeu, mais si vous ne le validez pas, ben, on ne le fait pas. Mais non, c'est incohérent, ça rime à rien. Donc là, oui, on a payé, on a tout investi, voilà, tout est fait. Maintenant, vous voulez nous accompagner, bah, bienvenue. En remerciement, il y a un bonus de précommande. Et les choses se passent de façon beaucoup plus soft et beaucoup plus détendue. Je ne cherche pas à faire à atteindre des cagnottes, des scores et tout ça. Non, ce que je veux, c'est avoir de quoi proposer le jeu avec une certaine qualité, avec des prestataires qui sont efficaces,
et après que le jeu mène sa vie en boutique. Voilà, tout simplement. Et il sera proposé également. Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs là, pour l'instant, on fait les précommandes particuliers. Néoludis, le distributeur Leto, s'occupe de démarcher les boutiques ensuite. Et après, le jeu, il y aura une partie qui sera en vente sur le site Leto, bien entendu, mais tout le reste est ventilé en boutique. Et d'ailleurs, ce jeu, dans l'optique, ce jeu est un jeu qui est fait pour être vendu en boutique. C'est pas, et plus il va être diffusé, mieux ce sera. On cherche pas, justement, on essaie de maîtriser les prix, de trouver un juste équilibre, ce qui n'est jamais évident non plus, et je prétends pas l'avoir atteint non plus sur ce coup-là, mais on progresse à chaque fois. Et en tout cas, l'idée, c'est de le ventiler, de le distribuer un maximum. Je veux pas que ce soit un jeu confidentiel, parce que ça ne marchera pas. Trop de confidentialité, ça ne sert à rien. Et vous avez une date approximative? Je sais pas la Alors, question. les dates, c'est toujours pareil. Alors, suite au problème que j'ai rencontré avec le Covid, alors, je sais, ça remonte à 3 ans, mais néanmoins, il y a encore des répercussions. C'est-à-dire que des prestataires ont fermé, les prestataires avec qui je travaillais n'ont plus les mêmes conditions, m'offrent plus les mêmes conditions, donc j'ai dû retrouver de nouveaux prestataires. Ça se fait pas en claquant des doigts, c'est assez compliqué. Là, sur Valérian et un autre jeu sous la colline au bord de l'eau, j'ai trouvé un prestataire conseillé par un gros éditeur de jeux de plateau qui a accepté de me filer quelques tuyaux. Donc, du coup, on a la qualité, mais comme c'est produit assez loin en Chine, on a la problématique du transport. Et les transports, un jour, on te dit une date, et puis la veille, on te dit, bah non, il sera, l'expédition se fera 3 semaines plus tard. Donc, on va dire que là, on est parti sur 3 mois. Il y a 2 mois de production de fabrication pure. Et après, on table sur 1 mois de transport. Donc, ça nous fait en tout 3 mois. Mais avec l'expérience que j'ai sur Valérian et sous la colline, j'ai regroupé les deux impressions. En fait, avec les démarches et les aléas du transport, il vaut mieux compter 2 mois de plus. Voilà. Pour les JO, quoi. Possible, ouais. Je t'avoue que je ne suis pas très Ah, l'événement des juillet 2024, c'est pour ça. Non, non, ouais, ouais, on y sera ouais, largement. Mais bon, après, tu vois, il y a différents paramètres. J'en discutais encore aujourd'hui avec le prestataire. C'est que là-bas en Chine, ils ont une société, ils ont des vacances, ils ont des choses comme ça. Et si ta production, elle tombe en plein milieu où il y a la fête du je ne sais quoi, de ci, de ça, Ouais. c'est 5 jours par-ci, C'est en 5 jours février, il par-là. faut éviter. Février, Il je a, crois que c'est il une semaine a- complète ou 15 jours où il n'y a rien qui se passe. voilà, Et en gros, moi, j'étais déjà là, tombé là, sur du code, de la commande là-bas pour des et trucs. là, tu peux être fiable. Là, tu peux être fiable. Tu peux dire, oui. Mais là, pour l'instant, j'expérimente. Donc, en fait, c'est pas que je veux pas donner les infos, c'est que je les redistribue une fois qu'elles sont fermes et définitives. Et d'un jour à l'autre, ça peut varier. Bon, là, on est bien parti. Mais grosso modo, il faut compter 3 à 5 mois après la clôture des précommandes. C'est difficile d'être plus précis parce que si on veut être plus précis, il faut imprimer en France. Là, en France, je te dis, voilà, le jeu à la fin des précommandes, 1 mois après, je l'envoie aux souscripteurs ou aux précommandes. En France, je peux le faire. Simplement, il ne sera pas à ce prix-là. Il sera à 40% plus cher. Et à 40% plus cher, on sait très bien que personne ne va l'acheter. Ça fait quoi? Ça fait 8, ça fait 16 euros de plus. Et là, il a Voilà. 44,90 € en préco. Ouais. Donc, il serait à 58 euros. Ouais, Et ça commence à piquer, hein. 44, ouais, t'es dans les boîtes du type One Rig ou des trucs comme ça, les Oui, boîtes alors d'intro. du coup, tu montes le tarif sur la matière, et puis tu peux pas imprimer à moins de 1000 exemplaires sur ce type de production. Donc là, du coup, c'est une escalade. Donc il faut essayer de la maîtriser. C'est jamais évident. C'est jamais évident. Donc oui, nous, le jeu est prêt. On distribue les PDF, tous les fichiers sont prêts. Il n'y a plus qu'à imprimer. Donc on lance l'impression. Sauf, On sait que justement, en parlant de ça, pour les dés, il y a marqué X, c'est normal ou pas? oui, parce que D'accord. pour l'instant, ils sont dans la version finale. On verra si on les ajoute ou pas. Ça va dépendre parce que ça a un coût, les dés.
En Oui. fait, les dés, si tu veux, il y a des moules qui sont fabriqués, il y a plein de tests. Sur Valérian, c'était un casse-tête pas Et puis possible. les moules, c'est minimum 100 balles, rien que le moule, hein. Tu peux monter aussi, ouais. Et T'en bon, fais alors, quoi? Et tu tu mets fais pas 10 plus de 100 moulages, je balles crois, là-dessus, avec un c'est moule, quoi. Et après, tu le jettes pour en faire un autre, quoi. voilà. Mais après, voilà, c'est surtout une question de réglage et d'avoir le bon produit avec une qualité optimale, tout en respectant les contraintes budgétaires. Donc, c'est pas mal de casse-tête à gérer. Donc, les dés, oui, on espère qu'ils y seront. Après, si on les obtient, si on n'obtient pas les fonds pour les produire avec les commandes en particulier, peut-être que les précommandes en boutique le permettront. Et peut-être que les ventes d'un jeu qui va sortir comme Valerian ou sous la colline apporteront un peu de trésorerie pour finalement combler par rapport à ça. Oui, absolument, absolument. Et c'est pas évident de jongler en fonction de la structure, en fonction des aléas économiques et d'un tas de paramètres. Donc on essaie de prendre la bonne décision à un moment donné. Mais je C'est suis que les encore gens, dans ils doivent comprendre que quand on voit un peu tout ça, parce que moi, ça m'arrive souvent dans l'émission de parler un peu chiffres, hein. J'en ai parlé oui. en l'occurrence quand j'ai parlé aussi de préparation de mon bouquin ou d'autres trucs, Mmh, où j'ai donné des vrais chiffres d'éditeurs, d'imprimeurs, de machin, trucs, les mmh, pourcentages, et que on est avant tout dans un métier de passion plus que de oui, richesse, hein. oui, 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 je confirme. Oui. Bah, de toute façon, il n'y a pas de tabou là-dessus, hein. On survit, on ne vit pas, on survit. Donc, après, c'est un choix, hein. Si j'ai voulu faire ça à 40 ans, c'est que j'y trouvais mon compte, une satisfaction autre, hein. Mais on n'est pas. Alors après, c'est parce que la structure, l'étau est ainsi, qu'il y a eu un passé qui a fait des aléas surmontés qui ont fait que. Mais à côté de ça, ça peut très bien fonctionner. Et s'il n'y a pas de pépin, ça peut être rentable, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, on peut très bien en vivre, hein. Mais il faut pouvoir avoir l'intelligence ou le vécu pour éviter les problématiques. Hmm, c'est vrai. Mm. Est-ce que vous voulez rajouter quelques petites infos que j'aurais peut-être omis sur Flash Gordon? Bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour sur l'objet, sur le fond. Je sais pas, tu as peut-être des questions en chat, non? Cela, je vois pas, mais Non, non. à ce Ah. sujet, non? Non, Euh, il y a juste marqué entre maintenant et une date ultérieure la plus proche possible. Bah voilà, maintenant tu vas date ultérieure la plus proche possible. Non, mais en fait, le problème, c'est j'annonce 3 mois. Mais 3 mois, je les invente pas, c'est ce que me donne le prestataire. Maintenant, si le prestataire il me dit il y a eu ci, il y a eu ça, ou il y a eu une explosion des commandes, on a pris un peu de retard, et je suis obligé de le vivre, moi aussi, de l'assumer. Je peux pas. L'étau, c'est un bonhomme, un bonhomme et demi qui travaille dessus. Donc, c'est pas une grosse entreprise, hein. On fait du mieux possible. Enfin moi et mes collègues, mais on n'a pas le poids d'un très gros éditeur de jeux de plateau. Donc mettre la pression à un prestataire, c'est le prestataire dit, il va me répondre, écoute, t'es bien gentil, je te fais déjà ce prix-là pour ton jeu tiré à tant d'exemplaires, alors que j'en tire 6000 à côté. Donc bah, tu passes après les autres et tu attends que le coup de feu se stoppe et qu'on s'occupe de ton jeu. Donc c'est un peu délicat d'être là, c'est un peu entre le marteau et l'enclume. Donc il faut essayer de jongler entre les deux et d'être le plus transparent possible, ce qui n'est pas toujours évident. Demande, C'est rageant, c'est sûr. on me pose une question hors Flash Gordon, mais liée à l'étau. Valérian arrive bientôt de Chine? Point d'interrogation. Tant pis si elle n'est pas posée. Tu vois, je viens de la poser. Oui, oui, oui. Alors sur la page Leto, sur le site Leto, il y a une page actualité où je mets à jour les informations telles qu'elles me sont, telles qu'elles arrivent. Donc là, on est sur du fin décembre, deuxième quinzaine de décembre. Après, ça va arriver, la marchandise va arriver au Havre. Il y a les formalités douanières, donc on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça soit accéléré.
Maintenant, ça aussi, c'est une première fois, donc je ne peux pas m'avancer à vous dire ça va durer 3 jours et après, une semaine après, j'ai le jeu. Donc, je vais le découvrir en même temps que tout le monde. Et je suis moi aussi sur la défensive et un peu nerveux par rapport à ça. Après, une fois, 2 fois, après, le processus sera bien mieux géré, on le comprendra mieux, et ça sera beaucoup plus facile de communiquer plus précisément par rapport à ça. Mais oui, en gros, on est sur du deuxième quinzaine de décembre. Après, faut le temps que ça arrive du Havre jusqu'ici. Oui. Alors, Willy, tu avais quelque chose à rajouter peut-être? Non, 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 je vais pas rétro-pédaler, D'accord. je pense que on a été quand même assez clair sur l'objet. Oui, non, mais Donc, après, en gros, le jeu s'adresse, je sais pas, il a une diversité de cibles, plutôt le genre casual ou enfin occasionnel ou le joueur chevronné qui a envie de faire découvrir le loisir. Ça marche, ça fonctionne bien. Le joueur qui est feignant et qui n'a pas envie de s'ingurgiter 600 pages de règles et lancer tout de suite une partie, il peut le faire aussi. Voilà, il y a une utilisation assez Ouais, mais flexible. Après, c'est pas le je grand. dirais moi, je dirais qu'un rôliste un peu rodé, qui a envie de bousculer un peu ses habitudes de jeu, peut aussi y Oui. trouver son compte, quoi. Mhm. De par la proposition, de par le système, et puis aussi par l'aspect dont les scénarios sont présentés, parce que bon, on a passé ça. Tu disais 11 pages, c'est combien d'heures de jeu? Le volume des scénarios paraît assez important. Alors en réalité déjà, comme on fait pas l'aspect encyclopédique dans le livre de base, et qu'on ne présente pas en fait Mongo, il n'y a pas de partie encyclopédique, découvrons Mongo et ses provinces. Toute la partie lore passe dans les scénarios, donc ça les épaissit un peu. Et puis deuxièmement, les scénarios ils sont quand même présentés de manière très ouverte. On propose des enjeux, on suggère des façons de les mettre en scène, on présente une adversité des situations, mais on n'a pas des scénarios linéaires et ça prend de la place en fait. Surtout quand on accompagne le lecteur. Voilà. Et je pense que sur les scénarios, on a quand même fait un peu ce travail d'être un peu didactique et d'avoir une présentation qui permette d'ouvrir les scénarios. Voilà. Donc, moi, le joueur, je pense que c'est un jeu qui est hyper polyvalent. Comme le dit Laurent, on a fait un effort d'accessibilité par le matériel et par la présentation. Euh, on a des situations de jeu qui permettent de rentrer vite et d'être facilement comprises et prises en main par des joueurs qui seraient un peu débutants, etc. Mais aussi, on a un mode de jeu qui est quand même, enfin, qui peut donner du grain à moudre à des rôlistes confirmés, quoi. Voilà. Mhm. Oui, l'idée, encore une fois, je répète un peu, mais l'idée c'était de rendre le jeu, de proposer un jeu qui se mette en place rapidement, quoi, tout simplement. Alors, j'entends beaucoup, je lis beaucoup de retours sur des gens, ouais, tel jeu, même moi, hein, je me le fais, tel jeu me tente bien, mais bon, encore 350 pages à ingurgiter, j'ai pas le temps, j'ai déjà une pile de 15 jeux à finir, où j'ai craqué et que je lirai peut-être sans doute jamais, ils vont finir sur le bon point avant. Donc voilà, l'idée, c'était d'essayer de trouver un créneau où voilà, on achète un produit, mais bon, là, du coup, je peux le lire vite, le lancer vite et prendre du plaisir rapidement. Après, il plaît pas, c'est encore une autre histoire. Mais au niveau de l'accessibilité, on a essayé en tout cas de cadrer le projet là-dessus. Mm. Alors, on verra si ça répond à une demande réelle, en tout cas. Des projets. Bon, là, vous avez l'air bien chargé déjà, hein, mais bon, on sait jamais. Ouais. Oui, des projets, c'est pas ce qui manque. Maintenant, je peux pas déflorer tout.
Oui. Là, pour l'instant, on est en train de finir la version française de Wraith V20, 20e anniversaire, Monde des Ténèbres. Il y a Space Adventure Cobra, l'édition noire, qui doit sortir en début d'année. Et ensuite, il y a différents projets, mais j'attends. Déjà, avant de relancer quelque chose de neuf, j'aimerais boucler les derniers retards, parce qu'on a quelques publications en retard. Donc ça, j'aimerais évacuer tout ça, repartir propre pour 2024. Et après, on verra. Parce que là, c'est quand même pas mal de nouveautés que j'ai publiées. Donc du coup, on va lever le pied un peu sur les nouveautés ensuite, prendre son temps de remettre tout à plat et à jour, et après on verra. Mais oui, il y a des gros projets. Je ne sais pas s'ils vont se réaliser, mais on travaille dessus en tout cas. Pour un projet, des fois je l'annonce comme ça sur mon Facebook privé, mais le jeu, on commence le chantier véritablement que 2 ans après l'avoir annoncé. Parce qu'une fois qu'on a un accord de principe avec des ayants droit ou un auteur, ou sur un projet, on se dit, bon, bah, celui-là, on le lance. Après, il y a le développement. Le développement, genre, on l'a déjà le développement de base, mais il faut le peaufiner, il faut le tester, faut faire la charte graphique, tout ça. Donc le jeu ne sort que 2 voire 3 ans après. Donc oui, il y a des projets pour l'instant, mais il est trop tôt pour en parler. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis après, tout va dépendre de l'expérience avec les nouveaux prestataires au niveau production. Est-ce que mon matériel va être de qualité, ma marchandise va être de qualité? Est-ce qu'ils vont continuer de maintenir ces prix-là? Est-ce que les délais, je peux les raccourcir ou pas? Donc en fonction de ça, je vais adapter la production et le format des jeux. Donc si tout se passe bien, oui, bah voilà, on peut se permettre d'être un peu plus ambitieux. Si on voit que ça coince et qu'on n'arrive pas à avoir une certaine fluidité entre la publication et la mise en vente, l'annonce du projet, les précommandes et la mise en vente, je vais réduire la voilure et plutôt proposer des formats courts ou plus accessibles au niveau production. Ce qui ne veut pas dire que je ne reviendrai pas un jour avec un gros projet, mais on peut pas tout couvrir 50 000 lièvres en même temps, c'est pas possible. Ça reste une petite économie, hein, donc Voilà, c'est pas une grosse structure, donc vous y non, allez au non. rythme que vous pouvez surtout. Voilà, absolument. Donc alors après, faut aussi tenter le coup, hein. Alors je dis pas que j'ai pêché par ambition, hein, mais bon, après, si tu te cantonnes de peu, tu progresses pas. Donc oui, des fois j'ai tenté, je me suis dit, bon, bah, allez, tant pis, on se lance, on verra bien ce que ça donne. Alors, des fois, ça réussit, puis des fois, tu tombes sur des murs et des murs et des murs, des obstacles, et il faut les franchir les uns après les autres. Mais à un moment donné, une fois que tu as franchi, tu as expliqué aux gens que tu as eu du retard, tu as eu des problématiques et que tu les as surmontées, il faut avoir l'intelligence de ne pas récidiver dans les mêmes travers. Tu vois? Donc, Hmm. tout ça, ça se calibre et ça se calcule. Willy? Pour l'instant, non, ben, j'ai toujours des petits projets en développement, mais moi, pour l'instant, je réfléchis à comment pouvoir proposer peut-être d'autres licences ou d'autres sujets sur le même format que Flash Gordon, hein. L'idée derrière Flash Gordon aussi, c'était de tester un peu ce modèle, ce format, hein, les personnages proposés en deck, déclinés en deck et une campagne comme ça structurée, autour d'une «conquête» entre guillemets, voilà donc bon, pour l'instant je travaille sur un petit truc, comme ça qui serait, un peu sur ce même format avec, un autre univers, une autre chose mais bon voilà. Après on verra ce qu'on en fera, voilà. Bah, je vous remercie en tous les cas de votre participation à cette émission pour présenter Flash Gordon. Je rappelle que le jeu, on peut le trouver Merci à actuellement. toi. Merci. On peut le trouver actuellement en précommande à 44,90 € sur le site donc letogames.com. Bon, les liens seront dans le descriptif. Et que bah, ça me semble être un très très bon projet.
Ouais, il y a Merci. juste un jeu de vous que je cherche depuis longtemps, mais c'est fini depuis loin. Après, les gens, ils aiment pas. Moi, je suis intrigué. Il y en a qui m'ont dit, ouais, ouais. C'est Vampire City. Oui, oui. Oui, oui. Et Je qui... l'ai! Oui, Attention, bah, ouais. c'est bien pour toi. Parce que pour moi, j'ai testé Mascarade. C'est un truc énorme, quoi. Voilà. Je suis désolé pour ceux qui adorent Mascarade, hein. J'ai plein de copains qui adorent, mais moi, je Ouais, peux pas. c'est pas le même créneau, non, c'est pas du tout Voilà. pareil. Mais, et puis oui, donc vous avez plein de bons jeux. Il y a Valerian effectivement qui va sortir. Vous êtes dans diverses domaines, hein, que le fantasy, pas que le pulp, Non, pas ouais. que le machin. Vous cherchez un petit peu à faire, à vous diversifier. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Et puis bah voilà, bah encore merci à vous. Je vous souhaite Merci une pour bonne l'invitation. soirée et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci.